Bonjour et bienvenue pour la lecture par épisode du premier volume de l'intégrale de Raymond Carver aux éditions de l'Olivier. Aujourd'hui, 7e jour sur 17, 7e nouvelle sur 17. Une nouvelle qui est pour moi l'une des plus fortes de Carver. J'ai un peu découvert son œuvre par cette nouvelle-là et de toutes celles que j'ai lues depuis, ça reste l'une de celles qui m'a le plus marqué. C'est vraiment à travers ce texte-là que je trouve qu'on se rend le mieux compte de la profondeur et de la profonde humanité de Raymond Carver, au-delà de la description de situations quasiment toutes totalement sordides. Au fond de ça, derrière ça, il y a toujours une humanité, et c'est toujours cette humanité-là qu'il va chercher. Cette humanité, c'est quoi? C'est juste au-delà du mot humanité, c'est simplement d'aller chercher au fond des gens, malgré toute l'horreur de l'alcool, de la maladie, du chômage, de la misère, d'aller chercher la petite chose de bonté qui est quand même là. Voilà. Et, et dans cette nouvelle-là, cette puissance-là, elle est peut-être plus présente que dans d'autres. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire aujourd'hui cette nouvelle qui a été un de mes déclencheurs vis-à-vis de Raymond Carver. Une petite douceur. Le samedi après-midi, elle alla en voiture à la petite boulangerie-pâtisserie du centre commercial. Après avoir feuilleté un classeur sur les pages duquel étaient fixées des photos de gâteaux, elle en commanda un au chocolat, ce qu'il préférait. Le gâteau qu'elle choisit était décoré d'un vaisseau spatial et d'une aire de lancement sous un semis d'étoiles blanches à un bout et d'une planète faite d'un glaçage rouge à l'autre. Son nom, Scotty, serait écrit en relief en lettres vertes sous la planète. Le boulanger, qui n'était plus tout jeune et avait la nuque épaisse, écouta sans un mot quand elle lui dit que Scotty aurait 8 ans le lundi qui venait. Le boulanger portait un tablier blanc qui lui faisait comme une blouse. Les cordons lui passaient sous les bras, se croisaient dans le dos et revenaient par devant où ils étaient noués sous son gros ventre. Il s'essuya les mains au plastron de son tablier tout en l'écoutant. Il gardait les yeux baissés sur les photos et la laissait parler, la laissait prendre son temps. Il venait d'arriver au travail et serait là toute la nuit, devant ses fours, de fait, rien ne pressait. Elle arrêta son choix sur le gâteau spatial, puis donna au boulanger son nom, Anne Weiss, et son numéro de téléphone. Le gâteau serait prêt le lundi matin, à peine sorti du four, largement à temps pour le goûter d'anniversaire de Scotty dans l'après-midi. Le boulanger n'était pas un rigolo. Il n'y eut aucun échange d'amabilité entre eux, rien que le minimum de mots requis, l'information nécessaire. Il la mettait mal à l'aise. Elle n'appréciait pas ça. Tandis qu'il était courbé sur le comptoir, crayon en main, elle examina les traits de son visage ingrat et se demanda s'il avait jamais fait autre chose de sa vie en dehors d'être boulanger. Elle était mère et avait 33 ans, et il lui semblait que tout un chacun, particulièrement une personne de l'âge du boulanger, assez vieux pour être son père, devait avoir des enfants qui étaient passés par cette période attendrissante des gâteaux et des anniversaires. Il devait y avoir ce lien entre eux, songeait-elle. Mais il se montrait bourru. Pas grossier, seulement bourru. Elle cessa de chercher à l'amadouer. Regardant vers le fond de la boulangerie, elle vit une longue et lourde table de bois au bout de laquelle s'empilaient des moules à tarte en aluminium, jouxtant un casier métallique plein de grilles vides. Il y avait un four énorme. Une radio diffusait de la musique country. Le boulanger finit de remplir le bon de commande et ferma le classeur. Il la regarda et dit « Lundi matin ». Elle le remercia et rentra chez elle. Le lundi midi, Scotty revenait de l'école avec un copain. Il se passait un sachet de pommes chips et Scotty essayait de découvrir ce que son copain allait lui offrir pour son anniversaire dans l'après-midi. Sans regarder, il descendit du trottoir à un carrefour et fut immédiatement renversé par une voiture. Il tomba sur le côté, la tête dans le caniveau et les jambes sur la chaussée. Il avait les yeux fermés, mais ses jambes se mirent à aller et venir, comme s'il essayait d'escalader un talus. Son copain lâcha les chips et se mit à pleurer. La voiture avait poursuivi sur une 30aine de mètres environ et s'arrêta au milieu de la chaussée. Le conducteur regarda par-dessus son épaule. Il attendit que l'enfant se relève en chancelant. Il titubait un peu. Il semblait étourdi mais indemne. Le conducteur embraya et repartit. Scotty ne pleura pas.
Mais il n'avait rien à dire sur rien non plus. Il ne répondit pas quand son copain lui demanda l'effet que ça faisait d'être renversé par une voiture. Il alla directement à la porte de sa maison, où son copain le laissa pour courir jusque chez lui. Mais une fois rentré, quand Scotty raconta à sa mère ce qui s'était passé, tandis qu'assise à côté de lui sur le canapé, elle lui tenait les mains en disant « Scotty, mon chéri, t'es sûr que t'as rien, mon bébé ?» Et songeant qu'elle appelait un médecin en tout cas, il tomba soudain à la renverse, ferma les yeux, inerte. Ne parvenant pas à le réveiller, elle courut jusqu'au téléphone pour appeler son mari au travail. Howard lui dit de rester calme, puis il appela une ambulance pour Scotty et se mit lui-même en route pour l'hôpital. Évidemment, le goûter d'anniversaire fut annulé. L'enfant était à l'hôpital, affecté d'un léger traumatisme crânien et fortement commotionné. Des vomissements s'étaient produits et ses poumons avaient absorbé du liquide qu'il fallut pomper dans l'après-midi. À présent, il semblait simplement plongé dans un très profond sommeil, mais pas dans le coma, le docteur Francis le souligna, pas dans le coma, quand il lut l'inquiétude dans les yeux des parents. À 11 heures du soir, ce lundi, quand le garçonnet sembla reposer assez confortablement après tous les examens radiologiques et les tests de laboratoire qu'il avait subis, et qu'il ne s'agissait plus que d'attendre qu'il se réveille et retrouve ses esprits, Howard quitta l'hôpital. Anne et lui y étaient avec Scotty depuis le début de l'après-midi, et il rentrait le temps de prendre un bain et de se changer. « Je serai de retour dans 1 heure, dit-il. Elle approuva de la tête. « Parfait, dit-elle, je ne bouge pas d'ici. » Il lui posa un baiser sur le front, et leurs mains se touchèrent. Elle était assise sur un fauteuil à côté du lit et regardait Scotty. Elle ne cessait d'attendre qu'il se réveille et qu'il aille bien. Alors seulement, elle pourrait commencer à se détendre. Howard rentra en voiture. Il roula vite. Il roula plus vite qu'il n'aurait dû sur les chaussées humides et sombres, puis il se ressaisit et ralentit. Jusqu'alors, sa vie s'était déroulée sans heurts et à sa satisfaction. Université, mariage, encore 1 an d'université pour obtenir un diplôme supérieur de gestion, prise de participation dans un cabinet d'investissement, la paternité. Il était heureux, et pour l'instant chanceux, il le savait. Ses parents vivaient encore, ses frères et sa sœur étaient installés, ses amis d'université s'étaient éparpillés afin de prendre leur place dans le monde. Jusqu'alors, il avait été épargné par le malheur, par ces forces dont il connaissait l'existence, et qui pouvaient diminuer un homme ou entraîner sa chute si la chance tournait et que les choses se gâtaient soudain. Il pénétra dans l'allée et s'y rangea. Sa jambe gauche s'était mise à trembler. Il demeura dans la voiture pendant 1 minute, s'efforçant d'envisager la situation d'une manière rationnelle. Scotty avait été renversé par une voiture et hospitalisé, mais il allait se réveiller et tout irait bien. Il ferma les yeux et se passa la main sur le visage. La minute écoulée, il descendit de voiture et monta les marches jusqu'à la porte. Le chien, Pato, aboyait à l'intérieur. Le téléphone sonnait avec insistance pendant qu'il ouvrait la porte, puis cherchait à tâtons l'interrupteur. Il aurait dû ne pas quitter l'hôpital. Il n'aurait pas dû partir. Il se maudit. Il prit le combiné et dit « J'arrive à l'instant. Allô ?» « Il y a un gâteau ici, qu'on n'est pas venu chercher, » fit une voix d'homme au bout de la ligne. « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites » demanda Howard. « Un gâteau, » fit la voix. « Un gâteau à $16. » Howard maintint l'appareil contre son oreille, cherchant à comprendre. « Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que ce gâteau, » fit-il. « De quoi parlez-vous, bon Dieu ?»« Ah, trouvez autre chose, » dit la voix. Howard raccrocha le téléphone. Il passa à la cuisine et se versa du whisky. Il appela l'hôpital, mais l'état de Scotty restait le même. Il dormait toujours et rien là-bas n'avait changé. Pendant que l'eau coulait dans la baignoire, il se savonna le visage et se rasa. Il s'était étiré dans la baignoire et avait fermé les yeux quand le téléphone recommença à sonner. Il se releva, sortit de la baignoire, saisit une serviette et traversa la maison à la hâte en disant « Quel con d'avoir quitté l'hôpital !» Mais quand il eut décroché et vociféra « Allô !» il n'entendit rien au bout du fil. Puis on raccrocha. Il fut de retour à l'hôpital un peu après minuit. Anne était toujours assise dans le fauteuil à côté du lit. Elle leva son regard sur Howard, puis le reporta sur Scotty. Les yeux du petit garçon restaient fermés. Sa tête était enveloppée de bandages. Sa respiration était discrète et régulière. À un appareil au-dessus du lit était suspendu un flacon de glucose avec un tuyau qui s'étirait jusqu'au bras droit de l'enfant. « Comment va-t-il » s'enquit Howard. « C'est quoi tout ça ?» montrant d'un geste le glucose et le tuyau. « C'est le docteur Francis qui l'a demandé, dit-elle. Il a besoin d'être alimenté. Le docteur dit qu'il doit garder ses forces. »« Pourquoi est-ce qu'il ne se réveille pas, Howard ?» ajouta-t-elle. « Je ne comprends pas, s'il a rien. » Howard lui posa la main sur la nuque et passa les doigts dans sa chevelure.
Tout ira bien, chérie, il va pas tarder à se réveiller. Le docteur Francis sait ce qu'il fait. Peu de temps après, il dit « Peut-être que tu devrais rentrer te reposer un peu toi aussi. Je vais rester. La seule chose, c'est de ne pas répondre à ce maniaque qu'appelle sans arrêt. Raccroche tout de suite. » Qui est-ce qu'appelle demanda-t-elle. Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui a rien de mieux à faire que harceler les gens au téléphone. Allez, vas-y. Elle secoua la tête. Non, non, dit-elle, ça va. Je t'assure, dit-il. Rentre un moment, si tu veux, et puis viens me relayer le matin, tout ira bien. Qu'est-ce qu'a dit le docteur Francis? Il a dit que Scotty irait bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Pour l'instant, il dort, voilà tout. Une infirmière poussa la porte. Elle les salua de la tête en s'approchant du lit. Elle sortit le bras gauche de sous les couvertures et posa ses doigts sur le poignet, trouva le pouls, puis regarda sa montre. Quelques instants après, elle replaça le bras sous les couvertures et alla au pied du lit où elle écrivit quelque chose sur la pancarte qui y était accrochée. « Comment va-t-il » demanda Anne. La main de Howard faisait un poids sur son épaule. Elle sentait la pression de ses doigts. « Son état est stable, dit l'infirmière, puis elle ajouta « Le docteur ne va pas tarder, il est de retour à l'hôpital, il fait le tour en ce moment même. » J'étais en train de lui dire qu'elle pourrait peut-être rentrer se reposer un peu, dit Howard, après le passage du médecin, ajouta-t-il. Elle pourrait, oui, dit l'infirmière. Je crois que vous ne devriez pas hésiter à le faire, ni l'un ni l'autre, si vous voulez. C'était une grande femme de type scandinave, blonde au sein lourd, emplissait le devant de son uniforme. On décelait une trace d'accent quand elle parlait. Nous allons voir ce que dit le médecin, répondit Anne. Je veux lui parler. Je trouve qu'il ne devrait pas continuer à dormir comme ça. Je trouve que c'est pas bon signe. Elle porta la main à ses yeux et pencha un peu la tête en avant. L'étreinte de Howard se resserra sur son épaule, puis il déplaça la main jusqu'à sa nuque et ses doigts se mirent à empêtrir les muscles. Le docteur Francis sera ici dans quelques minutes, dit l'infirmière. Puis elle partit. Howard considéra son fils quelque temps, la petite poitrine qui se soulevait doucement puis s'abaissait sous les couvertures. Pour la première fois, depuis les minutes terribles qui avaient suivi le coup de téléphone d'Anne au bureau, il sentit une peur authentique envahir ses membres. Il se mit à secouer la tête, cherchant à la tenir en lisière. Scotty allait bien, sauf qu'au lieu de dormir à la maison, dans son lit, il était dans un lit d'hôpital, la tête bandée et un tuyau dans le bras. Mais c'était ce dont il avait besoin pour le moment, ses soins. Le docteur Francis entra et serra la main de Howard, alors qu'il venait de se voir quelques heures auparavant. Anne se leva du fauteuil. « Docteur ?» ?»« Oui, Anne, fit-il en la saluant de la tête. « Voyons d'abord comment il va, dit-il. » Il gagna le chevet du lit et prit le pouls de l'enfant. Il lui souleva une paupière, puis l'autre. Howard et Anne se tenaient à côté du médecin pour suivre ses gestes. Anne émit un petit bruit quand la paupière de Scotty se retroussa, révélant un espace blanc sans pupille. Puis le médecin écarta les couvertures et ausculta le cœur et les poumons de l'enfant avec son stéthoscope. Il appuya les doigts en différents points de l'abdomen. Quand il y finit, il alla au pied du lit examiner la pancarte. Il consulta l'heure à sa montre, griffonna quelque chose sur la pancarte, puis regarda Howard et Anne qui attendaient. « Comment va-t-il, docteur » demanda Howard. « Qu'est-ce qu'il a exactement ?»« Pourquoi ne se réveille-t-il pas » demanda Anne. Le médecin était un bel homme aux épaules larges et au visage bronzé. Il portait un complet 3 pièces bleues, une cravate rayée et des boutons de manchette d'ivoire. Ses cheveux gris étaient bien peignés, on aurait pu croire à son allure qu'il revenait à l'instant d'un concert. « Il va bien, dit-il, n'exagérons rien. Il pourrait aller mieux, je crois, mais ça va. N'empêche, je voudrais bien qu'il se réveille, il ne devrait pas tarder. » Le médecin regarda de nouveau l'enfant. « Nous en saurons un peu plus d'ici 2 heures, quand nous aurons les résultats de quelques autres examens. Mais il va bien, croyez-moi, en dehors de cette fêlure du crâne. Oui, l'os est fêlé. »« Oh non, fit Anne. Et un petit traumatisme, comme je l'ai déjà dit. »« Et vous savez bien qu'il est commotionné, poursuivit le médecin. On voit ça parfois, un cas de commotion. »« Mais il est hors de danger, demanda Howard. Vous avez dit qu'il n'était pas dans le coma. Pour vous, cet état n'est pas un coma, n'est-ce pas, docteur ?» Howard attendit en regardant le médecin. « Non, je me refuse à parler de coma, dit ce dernier, en jetant encore un regard vers l'enfant. C'est seulement un sommeil très profond. C'est pour récupérer une mesure que le corps prend de sa propre initiative. Il est hors de danger, je crois pouvoir dire que c'est certain, oui, mais nous en saurons plus quand il se réveillera et que les résultats des autres examens seront là. Ne vous inquiétez pas, conclut-il. C'est un coma, dit Anne, un genre de coma. C'est pas encore un coma. Pas exactement, dit le médecin. Je me refuserai à parler de coma. Pour l'instant, en tout cas, il a subi un choc. Dans les cas de commotion, les réactions de ce genre sont assez communes. Il s'agit d'une réaction temporaire à un traumatisme physique. Le coma,
Le coma, voyez-vous, c'est un état d'inconscience profonde, prolongée, qui peut se poursuivre pendant des jours, voire des semaines. Scotty n'en est pas là. Pas pour autant que nous puissions le dire en tout cas. Je suis tout à fait certain que son état s'améliorera d'ici demain matin. Je parie là-dessus en tout cas. Nous en saurons plus quand il se réveillera. Ce qui ne devrait plus être dans très longtemps maintenant. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Restez ici ou rentrez chez vous un moment. Mais je vous en prie, sentez-vous parfaitement libre de vous absenter un moment si vous le voulez. Ça n'est pas facile, je sais. Le médecin considéra de nouveau l'enfant, l'observant de près, et puis se tournant vers Anne, il dit « Il ne faut pas que sa maman soit trop inquiète. De notre côté, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire. Ce n'est plus qu'une question d'un petit peu de temps encore. » Il la salua d'une inclination de tête, serra la main de Howard une nouvelle fois et s'en fut. Anne posa la main sur le front de Scotty et l'y laissa un moment. « Au moins il n'a pas de fièvre, dit-elle. Puis elle ajouta « Mon Dieu, ce qu'il est froid tout de même, Howard. C'est normal qu'il soit si froid. Touche son front. » Howard posa la main sur le front de l'enfant. Sa propre respiration ralentit. « Je crois que c'est normal dans son état pour l'instant, dit-il. Il est commotionné, n'oublie pas. C'est ce que le médecin a dit. Il sort d'ici. Il nous aurait dit quelque chose si Scotty n'allait pas bien. » Anne demeura immobile un moment, se mordillant la lèvre, puis elle retourna à son fauteuil et s'assit. Howard s'assit dans le fauteuil voisin. Ils échangèrent un regard. Il avait envie de dire autre chose pour la rassurer, mais la peur le retint. Il lui prit la main et la tint sur ses genoux, et du coup il se sentit mieux d'avoir sa main là. Il la souleva et l'étreignit, puis se contenta de la tenir. Ils demeurèrent dans cette position un moment, regardant l'enfant, sans parler. De temps à autre, il lui étreignait la main. Pour finir, elle la lui reprit et se frotta les tempes. « J'ai prié, dit-elle. » Il fit oui de la tête. Elle dit « Je croyais presque avoir oublié comment on fait, mais ça m'est revenu. Je n'ai eu qu'à fermer les yeux et dire « S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-nous, aidez Scotty. » Et la suite a été facile. Les mots étaient encore là, tout près. « Peut-être que tu pourrais toi aussi prier, lui dit-elle. »« J'ai déjà prié, répondit-il. J'ai prié cet après-midi. Hier après-midi, après ton appel, pendant que j'allais à l'hôpital. J'ai prié, dit-il. C'est bien, dit-elle. Presque pour la première fois, elle avait le sentiment qu'ils étaient ensemble dans ce malheur. Puis elle se rendit compte qu'il n'était arrivé qu'à elle et à Scotty. Elle avait empêché Howard d'y participer. Elle ne y avait pas accueilli alors qu'il était présent et en avait besoin depuis le début. Elle vit qu'il était fatigué. Cette façon qu'avait sa tête de sembler lourde et de pencher sur sa poitrine. Elle éprouva un élan de tendresse vers lui. Elle se sentit contente d'être son épouse. La même infirmière revint plus tard pour prendre de nouveau le pouls de l'enfant et vérifier l'écoulement du flacon suspendu au-dessus du lit. Au bout d'une heure, un autre médecin entra. Il dit qu'il s'appelait Parsons et venait du service de radiologie. Il avait la moustache broussailleuse, il portait des mocassins et une blouse blanche sur une chemise de cow-boy et un blue jean. « Nous allons l'emmener au rez-de-chaussée et prendre d'autres clichés, leur dit-il. Nous avons besoin de radios supplémentaires et nous voulons faire un scanner. » « Qu'est-ce que c'est » demanda Anne. « Un scanner ?» Elle s'interposa entre ce nouveau médecin et le lit. « Je croyais que vous aviez déjà fait toutes les radios. »« Je regrette, il nous en faut quelques autres, dit-il. Aucune raison de s'inquiéter. Il nous faut quelques clichés supplémentaires et nous voulons lui faire un scanner cérébral. »« Mon Dieu, dit Anne. C'est le protocole, tout à fait normal dans les cas de ce genre, dit le nouveau médecin. Nous voulons déterminer avec certitude la raison pour laquelle il ne s'est pas encore réveillé. C'est le protocole médical, normal. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On va venir le chercher dans quelques minutes, dit le médecin. Peu après, 2 aides-soignants entrèrent, poussant un chariot. Ils avaient le teint foncé, les cheveux noirs, portaient des uniformes blancs et ils échangèrent quelques mots dans une langue étrangère pendant qu'ils ôtaient les tuyaux du bras de l'enfant et faisaient passer ce dernier de son lit au chariot. Puis ils le poussèrent hors de la chambre. Howard et Anne montèrent dans le même ascenseur. Anne se tint à côté du chariot et considéra l'enfant, comme il était immobile. Elle ferma les yeux quand l'ascenseur entama sa descente. Chacun à un bout du chariot, les aides-soignants ne disaient rien, mais une seule fois, l'un des deux fit un commentaire dans leur langue et l'autre hocha lentement de la tête pour toute réponse. Un peu plus tard ce matin-là, à l'instant même où le soleil commençait à éclairer les fenêtres de la salle d'attente du service de radiologie, ils ramenèrent l'enfant et le conduisirent à sa chambre. Howard et Anne prirent l'ascenseur avec lui, cette fois encore, et cette fois encore, ils reprirent place à son chevet.
Ils attendirent toute la journée, et l'enfant ne se réveillait toujours pas. Par moments, l'un d'eux quittait la chambre pour aller à la cafétéria du rez-de-chaussée, boire un café ou un jus de fruits. Et puis, comme si cela revenait souvent, soudain, avec un sentiment de culpabilité, il se levait, ou il ou elle se levait d'un bond et regagnait la chambre en toute hâte. Le docteur Francis refit une apparition dans l'après-midi pour examiner l'enfant une fois encore et partit après leur avoir dit qu'il évoluait bien et pouvait se réveiller d'une minute à l'autre à présent. Des infirmières, d'autres infirmières que la nuit précédente, entraient de temps en temps. Puis une jeune femme du labo frappa et pénétra dans la chambre. Elle était vêtue d'un pantalon blanc et d'une blouse blanche et tenait un petit plateau avec divers objets qu'elle posa sur la tablette à côté du lit. Sans leur adresser la parole, elle prit du sang au bras de l'enfant. Howard ferma les yeux quand, ayant trouvé l'endroit qui convenait sur le bras du petit, la jeune femme y enfonça l'aiguille. « Je ne comprends pas ce que vous faites, lui dit Anne. « C'est le médecin qui l'a demandé, répondit-elle. Je fais ce qu'on me dit de faire. On me dit prise de sang pour tel ou tel et je fais la prise de sang. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a, ce petit demanda-t-elle. Il est mignon. Il a été renversé par une voiture, dit Howard. Le conducteur a pris la fuite. La jeune femme secoua la tête et regarda de nouveau l'enfant. Puis elle reprit son plateau et sortit. Pourquoi il ne se réveille pas, dit Anne. Howard, j'ai besoin qu'on me donne des réponses. Howard ne dit rien. Il s'assit de nouveau dans le fauteuil et croisa les jambes. Il se frotta le visage. Il regarda son fils, puis se rencogna dans le fauteuil, ferma les yeux et s'endormit. Anne alla jusqu'à la fenêtre et regarda le vaste parking. Il faisait nuit et les voitures qui y entraient ou en sortaient avaient les phares allumés. Debout devant la fenêtre, les mains agrippées à l'appui, elle sut dans son cœur qu'ils avaient pénétré dans quelque chose à présent, quelque chose de dur. Elle avait peur, et ses dents se mirent à claquer jusqu'à ce qu'elle crispe les mâchoires. Elle vit une grosse voiture s'arrêter devant l'hôpital et une personne, une femme vêtue d'un long manteau, y monter. Elle aurait voulu être cette femme et que quelqu'un n'importe qui vienne en voiture pour l'amener loin d'ici, ailleurs, en un lieu où Scotty l'attendrait quand elle descendrait de voiture, prêt à dire « Maman » et à se jeter dans ses bras. Peu après, Howard s'éveilla. Il regarda de nouveau l'enfant, puis se leva du fauteuil, s'étira et alla la rejoindre à la fenêtre. Côte à côte, ils contemplèrent le parking, sans parler. Chacun semblait éprouver les mouvements intérieurs de l'autre à présent, comme si l'anxiété les avait rendus transparents d'une façon parfaitement naturelle. La porte s'ouvrit et le docteur Francis entra. Il portait un autre complet et une autre cravate cette fois, mais il était toujours aussi bien coiffé et on aurait dit qu'il venait de se raser. Il alla droit au lit pour examiner l'enfant une fois de plus. Il devrait déjà s'être réveillé. Il n'existe tout simplement pas de raison à cet état, dit-il, mais je peux vous affirmer que nous sommes tous convaincus qu'il est absolument hors de danger. N'empêche que nous nous sentirions tous beaucoup mieux quand il se réveillera. Il n'y a pas de raison, absolument aucune, pour qu'il ne se réveille pas très rapidement. Ah, à ce moment-là, il aura une migraine carabinée, on peut en être sûr, mais toutes ses constantes vitales sont excellentes. On ne peut plus normal. Il est dans le coma alors demanda Anne. Le médecin frotta sa joue, parfaitement rasée. Appelons-le ainsi pour l'instant, jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais vous devez être épuisé. C'est dur d'attendre comme ça jusqu'au bout. Pourquoi n'iriez-vous pas manger un morceau, suggéra-t-il. Ça vous ferait du bien. Je mettrai une infirmière dans la chambre pendant votre absence, si cela vous soulage. Allez donc manger quelque chose. Je ne pourrai rien avaler, dit Anne, j'ai pas faim. C'est à vous de décider, évidemment, dit le médecin. En tout cas, je tenais à vous dire que tous les examens sont bons, qu'il n'y en a aucun de mauvais, absolument rien de négatif, et que dès qu'il se réveillera, il sera tiré d'affaire. Merci, docteur, dit Howard. Il serra la main du médecin, une fois encore, et ce dernier lui tapota l'épaule et s'en fut. Je crois qu'un de nous deux devrait aller voir à la maison ce qui se passe, dit Howard. Donner à manger à Pato, ne serait-ce que ça. Appelle un des voisins, dit Anne, appelle les Morgan. N'importe qui est capable de nourrir un chien, il suffit de demander. Très bien, répondit Howard. Un moment plus tard, il reprit. Chérie, pourquoi ne le ferais-tu pas? Pourquoi tu ne vas pas voir ce qui se passe à la maison? Tu reviendras tout de suite après. Ça te fera du bien, je resterai ici avec lui. Sérieusement, il faut qu'on garde des forces. On risque de devoir rester ici encore un moment, même quand il sera réveillé. Pourquoi tu n'y vas pas, demanda-t-elle, faire manger Pato? Manger, toi aussi tu mangeras. J'y suis déjà allé, répondit-il. Je me suis absenté pendant 1 heure et 15 minutes exactement. Tu en as pour 1 heure à peu près. Rentre te rafraîchir un peu et reviens, moi je reste. Elle s'efforça d'y réfléchir, mais elle était trop fatiguée. Fermant les yeux, elle essaya encore une fois. Au bout d'un moment, elle dit « Peut-être que je vais rentrer quelques minutes. »
Peut-être que si je ne suis pas assise là à l'observer sans arrêt, il se réveillera et tout ira bien. Qui sait? Peut-être qu'il se réveillera si je ne suis pas là. Je vais rentrer prendre un bain et me changer. Je ferai manger Pato et puis je reviendrai. Je bouge pas d'ici, dit-il. Vas-y et reviens, chérie. Je ne bouge pas d'ici et je veille au grain. Il avait les yeux injectés de sang et rétrécis, comme s'il n'avait pas cessé de boire depuis des heures, et ses vêtements étaient froissés. Sa barbe avait poussé, elle lui toucha le visage et recula la main. Elle comprenait qu'il avait besoin d'être seul un moment, de n'avoir ni à parler ni à partager son inquiétude pendant quelque temps. Elle prit son sac sur la table de nuit et l'aida à enfiler son manteau. Je ne serai pas longue, dit-elle. Repose-toi un peu quand tu seras à la maison, dit-il. Mange quelque chose. Après ton bain, assieds-toi un peu pour te reposer, ça te fera énormément de bien, tu verras. Et puis reviens tranquillement ici. Essayons de ne pas nous rendre malades d'inquiétude. Tu as entendu ce que le docteur Francis a dit. Elle s'attarda, plantée là, avec son manteau, cherchant à se rappeler les paroles exactes du médecin, à la recherche de la moindre nuance, du moindre indice de la présence derrière les mots, d'une signification autre. Elle chercha à se rappeler si son expression avait tant soit peu changé quand il s'était penché pour examiner Scotty. Elle se rappela l'expression que les traits du médecin avaient composée quand il avait soulevé les paupières de l'enfant, puis écouté sa respiration. Elle alla jusqu'à la porte et se retourna pour regarder en arrière. D'abord l'enfant, puis le père. Howard lui adressa un signe de tête. Elle sortit et ferma la porte de la chambre derrière elle. Elle passa devant le bureau des infirmières et alla jusqu'au bout du couloir, cherchant l'ascenseur. Au bout du couloir, elle tourna à droite et tomba sur une petite salle d'attente où une famille noire était assise dans des fauteuils de rotin. Il y avait un quinquagénaire en chemise et pantalon kaki, coiffé d'une casquette de baseball rejetée en arrière. Une grosse femme en robe tablier et en pantoufles était tassée dans un des fauteuils. Une adolescente en jean, les cheveux coiffés en dizaines de petites nattes, affalée de tout son long dans un autre, fumait une cigarette, les chevilles croisées. Tous les yeux de la famille se braquèrent sur elle quand elle entra dans la pièce. La petite table était jonchée d'emballages de hamburgers et de gobelets de polystyrène. Nelson, dit la grosse femme, en se soulevant un peu. C'est pour Nelson? Ses yeux s'agrandirent. Dites-le-moi, madame, poursuivit-elle, c'est pour Nelson? Elle essayait de se lever de son fauteuil, mais l'homme avait refermé la main sur son bras. Là, du calme, dit-il, Evelyne. Pardon, Diane, je cherche l'ascenseur. Mon fils est hospitalisé ici et j'arrive plus à trouver l'ascenseur. L'ascenseur, il est au bout là-bas. Faut prendre à gauche, dit l'homme en montrant du doigt un autre couloir. L'adolescente tira sur sa cigarette en regardant Anne fixement. Ses yeux étaient réduits à 2 fentes et ses lèvres épaisses s'entr'ouvrirent lentement pour laisser passer la fumée. La mère laissa retomber sa tête sur son épaule et cessa de regarder Anne qui ne l'intéressait plus. Mon fils a été renversé par une voiture, dit Anne au père. Elle semblait éprouver le besoin de s'expliquer. Il a un traumatisme crânien et une petite fracture du crâne, mais ça va aller. Pour le moment, il est en état de choc, mais ça pourrait être une espèce de coma aussi. C'est ce qui nous inquiète, à vrai dire, le coma. Je vais sortir un peu, mais mon mari est avec lui. Il se réveillera peut-être pendant mon absence. C'est moche, dit le père en remuant dans son fauteuil. Il secoua la tête. Il baissa les yeux sur la table et puis les reporta sur Anne. Elle restait là, debout. Il dit « Nous, Nelson, il est sur le billard. Quelqu'un l'a planté, a essayé de le tuer. Il y a eu une bagarre là où il était, à une fête. Lui, on dit qu'il faisait que regarder, il n'embêtait personne, mais ça ne veut plus rien dire de nos jours. Maintenant, il est sur le billard. Nous, on espère, on prie, c'est tout ce qu'on peut faire. » Il l'a dévisagé, posément, et puis il tira sur la visière de sa casquette. Anne regarda de nouveau l'adolescente, qui n'avait pas cessé de l'observer, puis la grosse femme qui gardait la tête inclinée sur l'épaule, mais dont les yeux étaient fermés à présent. Elle vit qu'elle remuait les lèvres en silence, formant des mots. Elle fut prise de l'envie impulsive de demander ce qu'étaient ces mots. Elle avait envie de parler encore avec ces gens qui étaient dans le même genre d'attente qu'elle. Elle avait peur, et ils avaient peur. Cela leur était commun. Elle regrettait de ne pas en avoir dit plus sur l'accident, de ne pas leur avoir parlé de Scotty, dit que c'était arrivé le jour de son anniversaire, lundi, et qu'il était inconscient depuis. Mais comme elle ne savait pas par où commencer, elle resta là, à la regarder sans rien ajouter. Elle prit le couloir indiqué et trouva l'ascenseur. Elle s'immobilisa 1 minute devant les portes closes, doutant encore d'avoir pris la bonne décision, puis elle avança le doigt et pressa le bouton. Elle pénétra dans l'allée et coupa le contact. Pato arriva en courant de derrière la maison. Dans son excitation, il se mit à aboyer contre la voiture, puis gambada en rond dans l'herbe.
Elle ferma les yeux et appuya la tête sur le volant pendant 1 minute. Elle écouta les cliquetis du moteur qui commençait à refroidir, puis elle sortit de la voiture. Elle prit dans ses bras le petit chien, le chien de Scotty, et alla jusqu'à la porte d'entrée qui n'était pas fermée à clé. Elle alluma les lumières et mit une bouilloire d'eau à chauffer pour le thé. Elle ouvrit une boîte de pâté et donna à manger à Pato sur la véranda de derrière. Il mangea goulûment à petites bouchées bruyantes, s'interrompant plusieurs fois pour aller vérifier qu'elle ne repartait pas. Quand elle s'assit sur le canapé avec son thé, le téléphone sonna. « Oui, répondit-elle. Allô ? Madame Weiss » fut une voix d'homme. Il était 5 heures du matin et elle croyait entendre le bruit d'une machine, d'un quelconque appareil à l'arrière-plan. « Oui, oui, qu'y a-t-il » articula-t-elle soigneusement dans le combiné. « C'est Madame Weiss, c'est elle-même. Qu'y a-t-il, s'il vous plaît ?» Elle tendit l'oreille pour identifier ce qui pouvait être ce bruit à l'arrière-plan. « Est-ce que c'est Scotty, au nom du ciel ?»« Scotty !» reprit la voix de l'homme. « C'est au sujet de Scotty, oui. Cela concerne Scotty, ce problème. Avez-vous oublié Scotty ?» s'enquit l'homme, puis il raccrocha. Elle composa le numéro de l'hôpital et se fit passer le 2e étage. À l'infirmière qui prit le téléphone, elle demanda des nouvelles de son fils, puis elle voulut parler à son mari. Elle dit que c'était urgent. Elle attendit, tournicotant le fil du téléphone entre ses doigts. Elle ferma les yeux et sentit la nausée lui tordre l'estomac. Il faudrait qu'elle se force à manger. Pato revint de la véranda et se coucha près de ses pieds. Il remuait la queue. Elle lui tira l'oreille pendant qu'il lui léchait les doigts. Howard avait pris la ligne. « On vient de m'appeler ici, dit-elle. » Elle entortilla le fil du téléphone, qui d'un mouvement de ressort reprit brusquement sa forme initiale. Il a dit que c'était au sujet de Scotty, cria-t-elle. Scotty va très bien, était en train de lui dire Howard. Je veux dire qu'il dort toujours. Il n'y a pas de changement. L'infirmière est venue 2 fois depuis que tu es parti. Quelqu'un vient toutes les demi-heures à peu près. Infirmière ou médecin, l'un ou l'autre. Il va bien, Anne. Quelqu'un a appelé en disant que c'était au sujet de Scotty, dit-elle. Chérie, il faut que tu te reposes un peu. Tu as besoin de repos. Ensuite, reviens ici. Ça doit être le même que celui qui m'a appelé. N'y fais pas attention. Reviens ici une fois que tu seras reposé. On prendra le petit déjeuner, on verra. Le petit déjeuner, dit-elle, je ne pourrais rien avaler. Tu me comprends, répondit-il. Un jus de fruits, une brioche, quelque chose, je sais plus rien, Anne. Bon Dieu, j'ai pas faim non plus, Anne. C'est difficile de parler là. Je suis debout devant le comptoir de l'accueil. Le docteur Francis va revenir à 8 heures ce matin. Il aura quelque chose à nous dire, quelque chose de plus précis. C'est ce qu'une des infirmières m'a dit. Elle ne savait rien de plus, Anne. Anne, écoute, chérie. Peut-être que nous en saurons un peu plus à ce moment-là. À 8 heures. Reviens avant 8 heures. Entre-temps, je ne bouge pas d'ici et Scotty va bien. Il est dans le même état, ajouta-t-il. J'étais en train de boire une tasse de thé, dit-elle, quand le téléphone a sonné. Au sujet de Scotty, on m'a dit. Il y avait un bruit dans le fond. Est-ce qu'il y avait un bruit dans le fond quand on t'a appelé, toi, Howard ? Franchement, je ne me rappelle pas, dit-il. Ça devait être un ivrogne ou je ne sais pas qui. Je t'assure que j'y comprends rien, mon Dieu. Peut-être le conducteur de la voiture. Peut-être que c'est un psychopathe et qu'il a réussi à trouver l'identité de Scotty. Mais moi, je suis ici, avec lui. Repose-toi un petit peu comme tu en avais l'intention. Prends un bain et reviens vers 7 heures. Mettons 7 heures. Et nous reparlerons au médecin ensemble quand il viendra. Tout ira bien, chérie. Je suis là. Il y a des médecins et des infirmières disponibles. Ils disent que son état est stable. Je suis morte de peur, dit-elle. Elle fit couler de l'eau, se dévêtit et entra dans la baignoire. Elle se lava et se sécha rapidement sans prendre le temps de se laver les cheveux. Elle mit des sous-vêtements propres, un pantalon de laine et un chandail. Elle alla au salon où Pato la regarda par en dessous et cogna une seule fois de la queue contre le plancher. La lumière commençait à peine à poindre quand elle retourna à la voiture. En roulant vers l'hôpital sur la chaussée humide dans les rues désertes, elle repensa à ce dimanche après-midi de pluie, près de 2 ans plus tôt, où ils avaient perdu Scotty et craint qu'il ne se soit noyé. Le ciel était devenu très sombre cet après-midi-là. Il s'était mis à pleuvoir et Scotty n'était toujours pas rentré. Ils avaient téléphoné chez tous ses copains qui tous étaient à la maison en sécurité. Howard et elle étaient allés le chercher au fortin qu'il s'était construit en assemblant des pierres et des planches tout au bout d'un champ près de l'autoroute, mais il n'y était pas. Puis Howard avait couru dans une direction en bordure de l'autoroute, et elle dans l'autre jusqu'à ce qui avait été naguère un petit cours d'eau, un fossé de drainage, mais entre les rives duquel roulait à présent un torrent d'eau noire. Un de ses copains s'était trouvé là avec lui quand il avait commencé à pleuvoir. Ils avaient confectionné des bateaux avec des morceaux de bois et des boîtes de bière vides jetées au passage par les fenêtres des voitures. Alignant les boîtes de bière sur les morceaux de bois, il les lâchait dans le courant. Le flot aboutissait de ce côté de l'autoroute à une conduite où l'eau s'engouffrait en bouillonnant et aurait pu entraîner n'importe quoi dans la colonisation.
Le copain avait laissé Scotty à cet endroit, sur la rive, dès les premières gouttes de pluie. Scotty lui avait dit qu'il ne restait plus qu'à fabriquer un plus gros bateau. Debout sur la berge, elle avait regardé l'eau qui se déversait dans la conduite et disparaissait sous l'autoroute. Ce qui avait dû se passer s'imposait à elle avec évidence. Il était tombé à l'eau et devait encore être coincé quelque part à l'intérieur de la canalisation. C'était une pensée monstrueuse, si injuste et dévastatrice qu'elle ne pouvait l'embrasser par l'esprit. Mais elle sentait qu'elle était vraie, qu'elle était là-dedans, que lui il était dedans, dans la canalisation. Et elle savait aussi qu'il allait falloir le supporter, vivre avec dorénavant, une vie dans laquelle Scotty ne serait pas. Mais comment agir en face d'une telle chose, devant cette perte? C'était plus ce qu'elle ne pouvait concevoir. L'horreur des hommes et du matériel. L'horreur des hommes et du matériel œuvrant dans la gueule de la conduite au long de la nuit, elle ne savait pas si elle pourrait l'endurer. Endurer cette attente pendant que les hommes travailleraient sous de puissants projecteurs, il faudrait trouver le moyen de dépasser ça pour atteindre l'étendue vide et sans limite qui, elle le savait, s'ouvrait au-delà. Elle avait honte de le savoir, mais elle pensait pouvoir survivre. Plus tard, beaucoup plus tard, peut-être serait-elle capable de s'accommoder de ce vide, après que la présence de Scotty serait sortie de leur existence, et peut-être apprendrait-elle alors à gérer cette perte et l'épouvantable absence. Il le faudrait, voilà tout. Mais pour le moment, elle ne savait pas comment elle allait pouvoir survivre à l'attente et accéder à la suite. Elle tomba à genoux, et fouillant des yeux le courant, elle dit que s'il leur rendait Scotty, que s'il pouvait avoir miraculeusement, elle le dit à haute voix, miraculeusement, s'il pouvait avoir miraculeusement échappé à l'eau et à la conduite, elle savait qu'il n'en était rien. Mais s'il y avait échappé, si seulement il leur rendait Scotty, faisant par elle ne savait quel moyen qu'il ne soit pas coincé à l'intérieur de la canalisation. Elle jurait que Howard et elle changeraient de vie, changeraient tout, retourneraient à la bourgade d'où ils étaient venus, loin de cette vaste banlieue résidentielle qui pouvait impitoyablement vous voler votre fils unique. Elle était encore en genoux quand elle avait entendu Howard l'appeler, crier son nom de l'autre bout du champ à travers la pluie. Levant les yeux, elle les avait vus venir vers elle, tous les deux, Howard et Scotty. Il se cachait, dit Howard, riant et pleurant à la fois. J'ai été si content de le voir que je n'ai pas eu le cœur de le punir. Il s'était fait un abri. Il avait fabriqué une maison sous la passerelle dans les broussailles comme une espèce de nid, expliqua-t-il. Tous deux avançaient encore à sa rencontre. Elle se releva, elle serra les poings. Le fortin a des fuites d'après ce petit cinglé. Mais il était parfaitement sec quand je l'ai trouvé. Sale petit monstre, dit Howard, fondant en larmes. Puis Anne était tombée sur Scotty, lui assénant gifles et calottes dans un déchaînement de colère. Espèce de petit démon, sale petit démon, hurlait-elle en même temps qu'elle le giflait. Anne, arrête, dit Howard en lui saisissant les poignets. Il n'a rien, c'est le principal, il n'a rien. Elle avait pris le petit dans ses bras pendant qu'il pleurait encore et l'avait serré contre elle, serré contre son cœur. Les vêtements détrempés de l'eau giclant de leurs souliers, tous trois avaient repris le chemin de la maison. Elle avait porté le petit quelque temps et lui avait mis les bras autour du cou. Sa poitrine se soulevait contre les seins maternels. Howard marchait à côté d'eux, répétant « Seigneur, la peur qu'il nous a faite, Dieu Tout-Puissant, quelle frayeur !» Elle savait que Howard avait eu peur et qu'il était soulagé à présent, mais il n'avait pas entrevu ce qu'elle avait entrevu. Il ne pouvait pas savoir. La promptitude avec laquelle elle était entrée dans la mort et passée au-delà éveillait ses soupçons contre elle-même. Sans doute n'aimait-elle pas assez, sinon elle n'aurait pas envisagé le pire si vite. Elle secouait la tête devant cette folie. Elle se fatigua et dut s'arrêter pour poser Scotty. Ils parcoururent le reste du chemin ensemble, Scotty au milieu, se tenant par la main, tous les trois, marchant vers la maison. Mais ils n'étaient pas partis et n'avaient jamais reparlé de cet après-midi. De temps en temps, elle repensait à sa promesse, à ses prières et en éprouvait pendant quelques instants un vague malaise, mais ils continuaient à vivre comme ils avaient vécu. Une vie active et confortable, ni méchante ni malhonnête, une vie pleine, à vrai dire, de nombreuses satisfactions et de petits plaisirs. Rien de plus n'avait été dit de cet après-midi, et avec le temps, elle avait cessé d'y penser. À présent, ils étaient toujours dans la même ville, 2 ans s'étaient écoulés, et Scotty était de nouveau en danger épouvantable, et elle commençait à voir dans cet accident, et dans le fait qu'il ne se réveillait pas, un châtiment. Car n'avait-elle pas donné sa parole qu'il quitterait cette ville pour retourner là où il pourrait mener une existence plus simple et plus discrète, oublier la grosse augmentation de salaire et la maison si neuve qui n'avait pas encore construit de clôture ou semé de gazon? Elle les imagina tous les trois, assis chaque soir dans une grande salle de séjour, dans une autre ville, écoutant Howard faire la lecture. Elle pénétra dans le parking de l'hôpital et y trouva une place près de l'entrée principale. Elle ne se sentait pas disposée à prier à présent.
mais plutôt prise en flagrant délit de mensonge, coupable et hypocrite, comme si elle était responsable de ce qui était arrivé cette fois, obscurément responsable. Ses pensées dérivèrent jusqu'à la famille noire, et elle se souvint du nom de Nelson, de la table couverte d'emballages de hamburgers et de l'adolescente qui la dévisageait en tirant sur sa cigarette. Surtout pas d'enfant, dit-elle à la jeune fille imaginaire en franchissant l'entrée de l'hôpital. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas d'enfant. Elle partagea jusqu'au deuxième l'ascenseur avec 2 infirmières qui venaient prendre leur service. C'était mercredi matin, quelques minutes avant 7 heures. Les haut-parleurs appelaient un certain docteur Madison quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au deuxième. Elle sortit derrière les infirmières qui tournèrent dans la direction opposée à la sienne et reprirent la conversation qu'avait interrompue son arrivée dans la cabine. Elle suivit le couloir jusqu'à la petite pièce où elle avait vu la famille noire. Il n'y avait plus personne, mais les sièges étaient éparpillés de telle façon qu'on avait l'impression que des gens s'en étaient levés d'un bond il y avait moins d'1 minute. Elle songea qu'ils étaient peut-être encore tièdes. La table était jonchée des mêmes gobelets et emballages, le cendrier plein de mégots. Elle s'arrêta au bureau des infirmières, un peu plus loin dans le couloir. Il y en avait une debout derrière le comptoir qui se brossait les cheveux en bâillant. « Il y avait un jeune homme noir en chirurgie hier soir, dit Anne. Il s'appelait Nelson quelque chose. Sa famille était dans la salle d'attente. J'aimerais savoir comment il va. » Une infirmière assise à un bureau derrière le comptoir leva les yeux d'un graphique étalé devant elle. Le téléphone sonna et elle décrocha le combiné sans quitter Anne des yeux. « Il est décédé, dit-elle. » Cessant de se brosser les cheveux, elle continua de le regarder. « Vous êtes une amie de la famille, ou bien... » ?»« J'ai fait la connaissance de la famille hier soir, dit Anne. Mon fils à moi aussi est hospitalisé. Je crois qu'il est dans un état de choc. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il a. Je me demandais pour Nelson, c'est tout. Merci. » Elle repartit dans le couloir. Des portes d'ascenseur, de la même couleur que les murs, s'ouvrirent en coulissant et un homme chauve et décharné, en pantalon blanc et espadrille blanche en sortit, poussant un lourd chariot. Elle n'avait pas remarqué ces portes la veille. Poussant son chariot dans le couloir, l'homme s'arrêta devant la chambre la plus proche de l'ascenseur et consulta une feuille. Puis il se baissa et prit un plateau dans le chariot, heurta légèrement à la porte et entra dans la chambre. Elle perçut les odeurs déplaisantes d'aliments chauds émanant du chariot. Elle pressa le pas en passant devant l'autre bureau sans regarder aucune des infirmières et poussa la porte de la chambre de Scotty. Howard était debout à la fenêtre, les mains dans le dos. Il se tourna à son entrée. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. Elle alla jusqu'au lit, laissa tomber son sac par terre à côté de la table de nuit. On aurait dit qu'elle s'était absentée longtemps. Elle toucha les couvertures autour du cou de Scotty. « Howard ?»« Le docteur Francis était ici il y a 1 minute, dit Howard. Elle le regarda attentivement et crut voir que ses épaules étaient un peu affaissées. « Je croyais qu'il ne devait pas venir avant 8 heures ce matin, dit-elle rapidement. Il y avait un autre médecin avec lui, un neurologue. »« Un neurologue » répéta-t-elle. Howard fit oui de la tête. Ses épaules s'affaissaient, elle le voyait bien. « Qu'est-ce qu'ils ont dit, Howard ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils ont dit, enfin, ils vont le redescendre pour de nouveaux examens, Anne. Ils pensent l'opérer, chérie. Écoute, on va l'opérer. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il ne se réveille pas. Il n'y a plus que la commotion ou le traumatisme crânien. Cela, au moins, ils le savent maintenant. C'est sa boîte crânienne. La fracture, ça a quelque chose à voir avec ça. Voilà ce qu'ils pensent. Alors on va l'opérer. J'ai essayé de t'appeler, mais tu devais déjà être parti. Oh mon Dieu, dit-elle. Mon Dieu, Howard. S'il te plaît, dit-elle. Et elle lui saisit les bras. Regarde, dit alors Howard. Scotty, regarde Anne. Il la fit tourner vers le lit. L'enfant avait ouvert les yeux, puis il les referma. Il les ouvrit de nouveau. Ses yeux restèrent fixés droit devant lui l'espace d'1 minute, tournèrent lentement dans leur orbite jusqu'à se poser sur Howard et Anne, puis repartir en sens inverse. « Scotty » dit sa mère dans un élan vers le lit. « Scott » dit son père. « Fiston » Ils se penchèrent sur le lit. Howard prit la main gauche de Scotty dans les siennes et se mit à la tapoter et à la presser. Anne se courba pour lui poser des baisers sur le front, des baisers et encore des baisers. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains. « Scotty, mon chéri, Scotty, c'est maman et papa » dit-elle. « Scotty !» L'enfant les regarda de nouveau, mais sans le moindre signe de reconnaissance ou de compréhension. Puis ses yeux se fermèrent, les paupières crispées. Sa bouche s'ouvrit et il poussa un long hurlement jusqu'à la dernière goutte d'air dans ses poumons. Son visage sembla alors se détendre et s'adoucir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et son dernier souffle monta, comme une petite bouffée de sa gorge, et s'exhala doucement à travers ses dents serrées.
Les médecins parlèrent d'une occlusion indécelable et dirent que cela ne se produisait qu'une fois sur 1 million. Peut-être si on avait pu d'une quelconque façon la détecter, une intervention chirurgicale entreprise immédiatement l'aurait sauvée, mais vraisemblablement pas. De toute manière, qu'aurait-on pu rechercher? Les examens et les radios n'avaient rien montré. Le docteur Francis était catastrophé. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer ce que je ressens. Je suis tellement bouleversé, vous ne pouvez pas savoir, leur dit-il en les conduisant à la salle des médecins. Il y en avait un assis dans un fauteuil, les jambes passées sur le dossier d'un autre qui regardait un programme matinal à la télé. Il portait la tenue verte de la maternité, pantalon vert flottant et blouse verte, charlotte verte recouvrant ses cheveux. Il regarda Howard et Anne, puis le docteur Francis. Il se leva, éteignit le poste et sortit. Le docteur Francis indiqua le canapé à Anne, s'assit à côté d'elle et se mit à parler d'une voix basse et consolatrice. À un moment donné, il se pencha pour l'enserrer dans ses bras. Elle sentait la poitrine du médecin se soulever et retomber régulièrement contre son épaule. Elle garda les yeux ouverts et se laissa étreindre. Howard passa dans la salle de bain, mais laissa la porte ouverte. Après un violent accès de sanglots, il fit couler de l'eau et se lava la figure, puis il revint s'asseoir devant une petite table sur laquelle reposait un téléphone. Il considéra l'appareil comme s'il délibérait de ce qu'il convenait de faire en premier. Il donna quelques coups de fil. Au bout d'un moment, le docteur Francis prit le téléphone à son tour. « Puis-je faire quoi que ce soit d'autre pour vous maintenant ?» demanda-t-il. Howard secoua la tête. Anne regarda fixement le médecin, comme si elle était incapable de comprendre ce qu'il disait. Il les accompagna jusqu'à la porte principale de l'hôpital. Des gens entraient et sortaient. Il était 11 heures du matin. Anne avait conscience d'avancer très lentement, presque à contre-cœur. Il lui semblait que le docteur Francis les faisait partir, alors qu'elle avait sans savoir pourquoi l'impression qu'ils auraient dû rester, que c'était la seule chose à faire, rester. Elle laissa son regard courir sur le parking, puis le reporta sur la façade de l'hôpital depuis le trottoir. Elle se mit à secouer la tête. « Non, non, dit-elle, ça n'est pas possible, je ne peux pas le laisser ici, non !» Elle s'entendit le dire et songea à quel point c'était triste et injuste que les mots qui lui venaient soient ceux des personnages dans les feuilletons télévisés quand l'annonce d'une mort soudaine ou violente les accable. Elle aurait voulu que ces mots lui appartiennent en propre. « Non, dit-elle, et quelque chose lui remit alors en mémoire cette noire, la tête inclinée sur l'épaule. « Non, dit-elle encore. »« Je vous téléphonerai plus tard dans la journée, disait le médecin à Howard. Il reste un certain nombre de choses à faire, d'éclaircissements dont nous avons absolument besoin, un certain nombre de choses qu'il faut expliquer. Une autopsie, dit Howard. Le docteur Francis approuva de la tête. Je comprends, dit Howard. Oh bon Dieu. Non, docteur, je comprends pas. Je peux pas, j'y arrive pas, c'est tout. Le médecin lui passa le bras autour des épaules. Je suis navré. Dieu sait à quel point je suis désolé. Puis il le lâcha et lui tendit la main. Howard considéra cette main, puis il la serra. Le docteur Francis prit une fois encore Anne dans ses bras. Il semblait débordé d'une espèce de bonté qu'elle ne comprenait pas. Elle laissa aller sa tête sur son épaule, mais ses yeux restaient ouverts. Elle continua à regarder l'hôpital. Quand leur voiture sortit du parking, elle se retourna pour regarder l'hôpital encore une fois. À la maison, elle s'assit sur le canapé, les mains dans les poches de son manteau. Howard ferma la porte de la chambre de Scotty. Il mit la cafetière électrique en marche et alla chercher un carton vide. Il avait eu l'intention de ramasser certaines des affaires de Scotty, au lieu de quoi il s'assit à côté d'elle sur le canapé, poussa le carton de côté et se pencha en avant, les bras entre les genoux. Il se mit à sangloter. Elle attira sa tête contre elle et lui tapota l'épaule. « Il n'est plus là, dit-elle. » Elle continua de lui tapoter l'épaule. À travers les sanglots de Howard, elle entendait la cafetière électrique crachoter à la cuisine. « Là, dit-elle tendrement. Il nous a laissés, Howard, il n'est plus là. Et maintenant, il va falloir nous y habituer, à être seul. » Au bout de quelque temps, Howard se leva et se mit à errer à travers la pièce avec son carton. Il n'y mettait rien, mais il ramassait certains des objets qui traînaient pour les poser à un bout du canapé. Elle y était toujours assise, les mains dans les poches. Howard laissa le carton et alla chercher du café. Plus tard, Anne téléphona à des parents. Chaque fois que la communication s'établissait et que le correspondant répondait, elle balbutiait quelques mots et pleurait pendant 1 minute. Ensuite, elle expliquait à voix basse, d'un ton mesuré, ce qui s'était passé et évoquait les dispositions qu'ils avaient prises. Howard emporta le carton au garage où il vit le vélo de Scotty.
Lâchant le carton, il s'assit à même les dalles à côté du vélo. Il s'en saisit gauchement, de sorte que le vélo s'appuya contre son thorax. Il le serra, la pédale de caoutchouc lui entrant dans les côtes, ce qui eut pour effet de faire un peu tourner la roue en travers de son pantalon. Anne raccrocha après avoir parlé à sa sœur. Elle était en train de chercher un autre numéro quand le téléphone sonna. Elle le prit à la première sonnerie. « Allô ?» Et de nouveau, elle entendit quelque chose à l'arrière-plan, comme un bourdonnement. « Allô ? Allô ?» fit-elle. « Au nom du ciel, dit-elle, qui est à l'appareil ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dites quelque chose !»« Votre Scotty, il est prêt ? Je l'ai ici pour vous, dit la voix d'homme. Vous l'aviez oublié ? Vous êtes qu'un sale type, hurla-t-elle dans le combiné. Comment pouvez-vous faire une chose pareille, espèce de salaud ? Scotty, dit encore l'homme, vous avez oublié, Scotty. Puis il lui raccrocha au nez. Ayant entendu les hurlements, Howard revint et la trouva affalée, la tête dans les bras, sur la table, en sanglots. Il prit le combiné et entendit la tonalité. Beaucoup plus tard, juste avant minuit, après qu'ils eurent bien réglé des choses, le téléphone sonna de nouveau. « Réponds-toi, dit-elle à Howard, c'est lui, je le sais. » Il s'était assis à la table de la cuisine devant les tasses de café. Howard avait un petit verre de whisky à côté de la sienne. Il répondit à la troisième sonnerie. « Allô, qui est à l'appareil ? Allô ? Allô ?» La communication fut coupée. Il a raccroché, dit Howard, si c'était lui. « C'était lui, dit-elle. Ce salaud, je le tuerais, poursuivit-elle. J'ai envie de le descendre, de le regarder crever. Grand Dieu, Anne, dit-il. Tu as entendu quelque chose, demanda-t-elle. Derrière, un bruit, une machine, quelque chose qui bourdonnait. Non, rien, pas vraiment, rien de ce genre, dit-il. Ça n'a pas duré longtemps. Peut-être la musique d'une radio ? Oui, il y avait une radio qui faisait de la musique. C'est tout ce que je peux dire. J'y comprends rien. J'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Elle secoua la tête. Si je pouvais mettre la main sur lui. Et là, tout lui revint. Elle savait qui c'était. Scotty, le gâteau, le numéro de téléphone. Écartant sa chaise de la table, elle se leva. Emmène-moi au centre commercial, dit-elle. Tu m'entends, Howard ? Qu'est-ce que tu dis ? Le centre commercial. Je sais qui téléphone maintenant. Je sais qui c'est le boulanger. C'est ce salaud de boulanger, Howard. Je lui ai fait faire un gâteau pour l'anniversaire de Scotty. C'est lui qui téléphone. Je lui ai donné le numéro et il n'arrête pas de nous appeler. Il nous harcèle à cause de ce gâteau. Le boulanger, ce salaud. Ils prirent la voiture pour aller au centre commercial. Le ciel était clair et plein d'étoiles. Il faisait froid et ils mirent le chauffage dans la voiture. Ils se rangèrent devant la boulangerie. Tous les magasins et tous les stands étaient fermés. Mais il y avait encore des voitures tout au bout du parking devant les deux cinémas. Les vitrines de la boulangerie étaient plongées dans l'obscurité, mais en regardant à travers, ils apercevaient une lumière dans l'arrière-boutique et de temps à autre, un grand type en tablier qui allait et venait dans la lueur fixe et blafarde. De l'autre côté de la vitre, elle apercevait les présentoirs et quelques petites tables et des chaises. Elle actionna la poignée de la porte, elle frappa au carreau, mais si le boulanger les avait entendus, il ne se manifesta pas. Elle n'eut pas un regard dans leur direction. Il n'eut pas un regard dans leur direction. Ils reprirent la voiture pour faire le tour de la boulangerie et se rangèrent derrière. Ils descendirent. Il y avait une fenêtre allumée, trop haut pour qu'ils puissent voir à l'intérieur. Un écriteau près de la porte disait « Le garde-manger, boulangerie, pâtisserie, on prend les commandes ». Elle entendait vaguement une radio qui jouait à l'intérieur et quelque chose, la porte d'un four, grinça en s'ouvrant. Elle frappa à la porte et attendit. Puis elle frappa de nouveau, plus fort. On baissa la radio et il se produisit ensuite une espèce de frottement. Le bruit reconnaissable d'un tiroir qu'on ouvrait et qu'on refermait. La porte fut déverrouillée et s'ouvrit. Le boulanger se tenait dans la lumière et cherchait à les voir en plissant les yeux. « C'est fermé, dit-il. Qu'est-ce que vous voulez à une heure pareille ? Il est minuit. Vous avez trop bu, c'est ça ?» Elle fit un pas en avant et pénétra dans la colonne de lumière que laissait passer la porte ouverte. Alors il cligna ses lourdes paupières en la reconnaissant. « C'est vous, dit-il. C'est moi, la mère de Scotty. Lui, c'est le père de Scotty. Nous aimerions entrer. » Le boulanger dit « Je suis occupé là, j'ai du travail. » Elle avait déjà franchi le seuil de toute manière. Howard entra derrière elle. Le boulanger avait reculé. « Ça sent la boulangerie ici, tu trouves pas que ça sent bon la boulangerie, Howard ?»« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda le boulanger. « Peut-être que vous voulez votre gâteau ? J'y suis, vous avez décidé que vous vouliez votre gâteau. Vous aviez bien commandé un gâteau, n'est-ce pas ?»« Vous êtes plutôt malin pour un boulanger, dit-elle. Tu vois, Howard, c'est l'homme qui n'a pas arrêté de nous téléphoner. C'est le maître boulanger. » Elle serrait les poings. Elle le dévisageait avec une expression féroce. Au plus profond d'elle, un feu brûlait, une colère sourde qui la faisait se sentir plus grande qu'elle-même, plus grande que l'un et l'autre de ces deux hommes. « Attendez un peu, dit le boulanger, vous venez chercher votre gâteau, vieux de 3 jours, c'est ça ? Je ne veux pas discuter avec vous, ma petite dame, il n'est pas là, en train de rassir, il est juste par là, vous verrez, je vous laisse là, pour la moitié du prix, je vous le laisse.
Non, vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Moi, je ne peux rien en faire. Personne ne peut rien en faire. Il m'a coûté du temps et de l'argent, ce gâteau. Si vous le voulez, très bien. Si vous n'en voulez pas, très bien aussi. On oublie et au revoir. Allez, il faut que je me remette au travail. Il regarda la langue roulée derrière ses dents. Encore des gâteaux, dit-elle. Elle savait qu'elle maîtrisait. Elle savait qu'elle maîtrisait ce qui montait en elle. Elle était calme. Écoutez, madame, je travaille 16 heures par jour, ici, pour gagner ma vie, dit le boulanger. Il s'essuya les mains sur son tablier. Je travaille nuit et jour pour essayer de joindre les deux bouts. À l'expression qui passa sur le visage d'Anne, le boulanger recula et dit « On veut pas d'histoire, hein ?» Il tendit la main droite vers le comptoir et prit un rouleau à pâtissier, dont il se mit à frapper la paume de sa main gauche. « Vous le voulez ou pas, ce gâteau ? Il faut que je me remette au travail. Les boulangers travaillent la nuit, dit-il encore. » Ses yeux étaient petits, l'air mauvais, songea-t-elle, presque perdu dans ses joues charnues hérissées de poils de barbe. Son cou qui débordait du col de son t-shirt était gras et épais. On sait que les boulangeries travaillent on le sait bien que les boulangeries travaillent la nuit, dit Anne. Ils téléphonent aussi la nuit, espèce de salaud, dit-elle. Le boulanger continuait de taper dans la paume de sa main avec le rouleau à pâtisserie. Elle lança un coup d'œil dans la direction de Howard. Et là, attention, leur dit-il. Mon petit garçon est mort, dit-elle, d'un ton régulier, calme et définitif. Il s'est fait renverser par une voiture lundi après-midi. Nous avons attendu à son chevet jusqu'à ce qu'il meure. Mais bien sûr, on ne pouvait pas vous demander de le savoir, n'est-ce pas ? Les boulangers ne peuvent pas tout savoir, n'est-ce pas, monsieur le boulanger ? Mais il est mort. Mort, espèce de salaud. Tout aussi soudainement qu'elle avait enflé en elle. La colère se dégonfla, fit place à autre chose, une espèce d'étourdissement, de nausée. Elle s'accouda à la table de bois poudrée de farine, enfouit son visage dans ses mains et se mit à pleurer, les épaules secouées de sanglots. « C'est pas juste, disait-elle, c'est pas juste. » Howard lui posa la main au creux du dos et regarda le boulanger. « C'est une honte ce que vous avez fait, lui dit-il. Une honte. » Le boulanger reposa le rouleau à pâtisserie sur le comptoir. Il dénoua son tablier et le jeta sur le comptoir. Il demeura une minute à les regarder d'un regard plein de lassitude et de douleur. Puis il tira une chaise de sous une table de bridge jonchée de papier et de reçus, ainsi que d'une calculatrice et d'un annuaire téléphonique. « Je vous en prie, asseyez-vous, dit-il. Je vais vous chercher une chaise, dit-il à Howard. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. » Le boulanger passa devant dans la boutique et en revint avec 2 petites chaises de fer forgé. « Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs, dames. » Anne s'essuya les yeux et regarda le boulanger. « Je voulais vous tuer, dit-elle. Je voulais votre mort. » Le boulanger avait débarrassé un espace pour eux sur la table. Il poussa la calculatrice sur le côté parmi les piles de fiches et de reçus. Il fit tomber l'annuaire sur le plancher où il atterrit avec un bruit sourd. Howard et Anne s'assirent et rapprochèrent leurs chaises de la table. Le boulanger s'assit lui aussi. « Je ne peux pas vous le reprocher, dit-il, posant les coudes sur la table et secouant la tête lentement. D'abord et avant tout, il faut que je vous demande pardon, que je vous dise combien je regrette. Dieu seul sait combien je regrette. Écoutez-moi, je suis qu'un boulanger. J'ai pas la prétention d'être autre chose. Autrefois, peut-être il y a de ça des années, peut-être que j'ai été différent comme être humain. J'ai oublié, je n'en suis pas sûr. Mais je ne le suis plus, si jamais je l'ai été. Aujourd'hui, je suis seulement un boulanger. Ça excuse pas ce que j'ai fait, je sais. Mais je regrette profondément. Je suis atterré pour votre fils. Atterré pour le rôle que j'ai joué là-dedans. Seigneur Jésus, mon Dieu, dit le boulanger. Il étala ses mains sur la table et les retourna pour montrer ses paumes. Moi, je n'ai pas d'enfant. Alors je peux seulement imaginer ce que vous éprouvez. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je regrette. Pardonnez-moi, si vous le pouvez, dit le boulanger. Je ne suis pas un méchant homme, je crois pas. Pas un sale type, comme vous l'avez dit au téléphone. Il faut que vous le compreniez. C'est plutôt que je ne sais plus comment agir, apparemment. S'il vous plaît, dit cet homme, permettez-moi de vous demander si vous croyez pouvoir trouver dans votre cœur la force de me pardonner. Il faisait chaud dans le fournil et Howard se leva pour ôter son manteau. Il aida Anne à ôter le sien. Le boulanger les regarda quelques instants et puis, au chant du chef, il se leva à son tour. Il alla jusqu'au four et tourna quelques interrupteurs. Il prit des tasses et y versa le café d'une cafetière électrique. Il posa un berlingot de crème sur la table et un sucrier. « Vous devez avoir besoin de manger quelque chose, dit le boulanger. J'espère que vous avez mangé mes petits pains tout chauds. J'espère que vous allez les manger, mes petits pains tout chauds. Il faut manger pour tenir le coup.
une petite douceur, ça ne peut pas faire de mal dans un moment pareil, dit-il. Il leur servit des petits pains à la cannelle tout chauds, à peine sortis du four, dont le glaçage dégoulinait encore. Il mit du beurre sur la table et des couteaux pour tartiner. Puis le boulanger reprit place avec eux et attendit. Il attendit qu'ils prennent chacun un petit pain dans l'assiette et se mettent à manger. Ça fait du bien de manger quelque chose, dit-il en les regardant. Il y en a d'autres, mangez-les, mangez tout ce que vous voulez. Il y en a tant qu'on en veut des petits pains ici. Ils mangèrent des petits pains en buvant du café. Anne était affamée soudain. Les petits pains chauds et délicieux. Elle en mangea 3, ce qui fit plaisir au boulanger. Puis il se mit à parler. Il l'écoutait attentivement. Alors qu'ils étaient fatigués et misérables, ils écoutaient ce que le boulanger avait à dire. Ils l'écoutaient en acquiesçant quand il évoqua la solitude, le doute et le sentiment de ses limites qui lui étaient venus avec l'âge mûr. Il leur dit que cela lui avait fait d'être sans enfant au long des années, de recommencer les journées au fournil interminablement pleines et interminablement vides, les buffets pour les réceptions et les fêtes auxquelles il avait travaillé, les mains plongées dans le glaçage, les petits mariés, bras dessus, bras dessous, par centaines, non, par milliers à présent, les anniversaires, rien que les bougies de tous ces gâteaux, si on pensait pouvoir les brûler tout ensemble. Il exerçait une profession utile, nécessaire, boulanger. Il était content de n'être pas fleuriste, c'était mieux de nourrir les gens, de ne pas leur donner quelque chose qui dure un petit bout de temps et puis qu'on jette à la poubelle. Et l'odeur était encore meilleure que celle des fleurs. Tenez, sentez-moi ça, dit le boulanger, brisant une miche de pain noir. C'est un pain lourd mais riche. Ils le humèrent, puis il le leur fit goûter. Il avait goût de mélasse et de céréales non raffinées. Ils l'écoutaient. Ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils avalaient le pain noir. La lumière était comme celle du jour sous les plaques d'éclairage au néon. Ils bavardèrent jusqu'au petit matin, quand monta la pâle lueur dans les fenêtres, et ils ne pensaient pas à s'en aller. À demain.